On commence par remercier les sponsors, hein. Nous aussi, on organise des conférences. Sans les sponsors, ce ne serait pas possible. Et donc, on va se présenter. Ah, je crois qu'il y a des heures de répétition, ça. Hein. Donc, je me présente, Bruno Sbill. Je suis coach agile, formateur agile. Frédéric Dujeu, donc je suis responsable IT chez Ogone. Je présenterai un peu Ogone pour le contexte juste après. Voilà. Donc Ogone est une plateforme de paiement, ce qu'on appelle un Payment Service Provider. Donc on est un intermédiaire qui se place entre les commerçants qui veulent accepter du commerce électronique, donc du paiement sur leur site, et les banques ou ce qu'on appelle les acquéreurs ou moyens de paiement qui finalement mettent à disposition des commerçants ces moyens de paiement. Donc on parle de Visa, carte bancaire en France, de PayPal, Quickso, d'autres moyens de paiement à l'international. Donc on a ce rôle central avec des services tant pour les commerçants, qui sont nos clients principaux, que des services pour les banques. Alors, en parlant de services, on a bien sûr les services de paiement. Donc, on met à disposition des solutions pour que les commerçants puissent accepter les paiements sur leur site. De plus en plus de ces sites sont mobiles. Donc, on est également fournisseur de solutions pour le mobile payment. Et on a ajouté au fur et à mesure des services à valeur ajoutée. Donc, qui dit commerce électronique dit un certain risque de fraude pour les commerçants. Donc on a développé des solutions de protection contre la fraude pour ces commerçants. Qui dit commerce électronique à l'international dit beaucoup de contrats avec les différentes banques localement qu'on essaye de réduire, de faciliter en collectant finalement l'argent sur nos propres comptes et en redistribuant l'argent pour les commerçants ensuite. Donc c'est ce qu'on appelle le collecting, sur lequel on a développé certains services également. Et qui dit paiement dit également réconciliation bancaire pour s'assurer finalement qu'il y ait une bonne traçabilité, un bon reporting sur les activités de vente et de paiement. Donc on a en termes de back-office également beaucoup de fonctionnalités offertes aux commerçants. En termes de présence, Ogone est présent dans 10 pays avec une entité commerciale. On a également 75 pays dans lesquels on a des commerçants actifs. Donc évidemment, par Internet, il n'y a pas une nécessité absolue d'être présent localement pour pouvoir vendre nos services. Et récemment, on a été racheté par Ingenico. Donc on fait partie aujourd'hui du groupe Ingenico depuis quelques mois. Donc une société française, hein, je pense. Oui. Quelques chiffres, sans trop rentrer dans les détails, pour vraiment vous donner un peu de contexte. Donc c'est évidemment un marché et une société dans ce marché qui est en forte croissance, tant au niveau des revenus, du chiffre d'affaires, que des flux qui sont traités, donc les flux de paiement de nos commerçants, nos clients. On a sur la plateforme, on concentre environ 80 moyens de paiement. Donc Visa est un moyen de paiement, Mastercard, PayPal, iDeal, Giropay, d'autres dans les différents pays. Ces moyens de paiement nécessitent des connexions vers plus de 200 banques ou acquéreurs. On a de la vente en direct, donc des équipes commerciales principalement dans les 10 pays que je vous ai montrés. Mais également des canaux indirects. Donc on travaille avec les banques qui finalement revendent des solutions de paiement à leurs propres clients commerçants sous forme de marque blanche de notre service. Quelques exemples, Barclays en Angleterre, ABN AMRO, HSBC ici en France pour certains segments. Donc 40 000 commerçants, environ 1000 commerçants en plus chaque mois. Donc il y a une forte croissance en termes de nouveaux clients également. Et les 75 pays dont je vous parlais. Donc la structure de notre présentation, comment ça va se passer aujourd'hui? Donc c'est un retour d'expérience en présence du client. Donc il va avoir
deux, trois petites choses. En fait, on ne va pas vous expliquer tout ce qu'on a fait parce que c'est sur plusieurs années, mais on va vous parler, on a sélectionné quelques moments clés qu'on a envie de partager avec vous, donc quelques moments clés de la mise en place de Scrum au niveau de toute l'entreprise. Par rapport au timing, mais donc on a 45 minutes de présentation, et ensuite on aura, c'est pas sur le programme, on a une quinzaine de minutes de questions et réponses, donc si vous voulez profiter de la présence du client ou du coach pour poser certaines questions, il y aura un moment donc pour faire ça. Quelques prérequis pour vraiment profiter de cette présentation. Donc, c'est bien que vous connaissiez au moins les bases de Scrum, parce qu'on n'aura pas le temps de tout réexpliquer ici pendant la présentation. Et je vous parlais de plusieurs années. En fait, ce qu'on va vous relater ici, ça a commencé en mars 2011 jusqu'à décembre 2012. Donc, on est sur presque 2 ans d'horizon. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à Agile et Scrum en particulier à un moment donné? Donc, on a une société qui a démarré en 1996, très petite équipe au départ, très axée technique. Et assez logiquement, on a une organisation au départ qui a évolué vers une équipe avec un responsable qui était à la fois le manager de l'équipe, qui était l'expert technique. On n'avait pas encore vraiment de product management à l'époque, donc c'était aussi le département IT qui gérait, je dirais, de manière plus fonctionnelle la plateforme. Et au fur et à mesure de la croissance, de l'expansion de la société, notamment dans ces 10 pays, on avait un problème d'extension, de scalability qui s'est posé. Où ce modèle vraiment très directif, on va dire, était plus vraiment adapté à la croissance. On a progressivement aussi eu un risque de désalignement, je dirais, entre le business et l'IT, où au départ les rôles étaient très concentrés, donc voilà, il n'y avait pas un besoin énorme de communication, de collaboration, de spécification, puisque les mêmes personnes étaient impliquées entre le fonctionnel, le technique, voire l'opérationnel ensuite. Et bon, au fur et à mesure de la croissance, on a eu un département business qui s'est étendu, du product management, différentes personnes avec chacune leur spécialité. Et ça devenait important d'avoir des processus beaucoup plus matures pour gérer notamment les besoins. Vous voyez ici un exemple assez anecdotique où c'est un échange d'emails finalement qui spécifiait un projet ou un changement à faire sur la plateforme pour un client. Voilà, c'est la manière dont ça fonctionnait à cette époque. Donc, on avait une attention particulière à ce que les releases, les déploiements qu'on faisait, les produits qu'on livrait répondent précisément aux besoins de nos clients. Donc, on cherchait à impliquer nos clients dans la démarche. Et là, Agile apportait évidemment des solutions. J'ai parlé de product management, donc cette équipe démarrait à l'époque et voilà, il y avait certains processus à mettre en place. Donc on avait une bonne occasion d'implémenter Agile. Ce qui nous a séduit également, c'est l'approche itérative. Vous verrez, la société en croissance, ça a certaines contraintes, donc on ne peut pas stopper le flux de développement. Donc le fait d'améliorer les processus, de les mettre en place petit à petit, a été quelque chose qui nous a également attirés. Et la croissance apportait son lot de pression, notamment sur les équipes IT. Et voilà, dans Agile, on voyait aussi un moyen de réduire cette pression. Alors, quels sont les challenges quand on s'est intéressé, je dirais, à quelques-uns, à Scrum et voilà, on a quelque part lu quelques bouquins, participé à quelques conférences. Et les premiers challenges qu'on voyait pour se lancer, c'était notre environnement. Je dirais qu'il y a un environnement où on manipule des cartes de crédit, on gère quelque part la caisse enregistreuse en ligne de nos commerçants, donc c'est très sensible au niveau disponibilité. Et voilà, ça amène un certain état d'esprit qu'on voyait mal coller avec le fait de jouer, entre guillemets, avec des post-it
d'avoir tout ce côté un peu fun qui collait pas tout à fait. Donc ça a été quelque chose d'assez sensible au départ. La forte croissance, je l'évoquais déjà, donc impossible pour nous d'imaginer de stopper ou de freiner finalement les projets attendus par le business. La croissance était un objectif pour la société. Donc on ne voyait pas très bien comment bouleverser finalement la manière de travailler sans impacter ce rythme, je dirais, de déploiement. De nouveau, en regardant un peu Scrum de manière théorique au départ, tous les exemples dans les bouquins vont vous parler d'un projet assez consistant que vous découpez en user story, que vous estimez, vous faites quelques sprints qui vous donnent une vélocité, qui vous permettent d'extrapoler la planification de votre projet. Nous, on n'était pas du tout dans cette approche-là. On avait un nombre important de plus petits projets, un changement de priorité important et de par des engagements qu'on faisait vis-à-vis de nos clients, on réservait quelque part des slots dans les plannings qui arrivaient à échéance, je dirais. Ils devaient commencer et la partie préparation n'avait pas suivi assez bien. Donc, on ne retrouvait pas ce cas idéal d'avoir un projet très clair au départ, de le découper et d'avoir quelque chose de planifiable. On avait également une organisation sur base de leaders techniques. Et donc ça allait être aussi un gros changement, notamment pour ces personnes. Donc voilà, on avait un challenge en termes de réorganisation également pour s'adapter. Alors, une question. Oui, donc voilà, on s'est intéressé à Scrum. On avait deux choix, soit commencer seul, soit s'entourer d'un coach. À votre avis, quelle approche on a pris? Donc, qui pense qu'on a démarré, on a finalement pris un coach, ça c'est clair, mais est-ce qu'on a démarré seul en essayant ou est-ce donc ceux qui pensent qu'ils ont démarré seuls, levez la main. Ok, on a une majorité. Ok, eh bien non. Non, donc notamment pour ces challenges, on a directement cherché à s'accompagner, se faire accompagner. Donc c'est là que j'ai contacté Bruno. On a eu des premiers contacts et qu'on a ensemble lancé cette initiative. Je dirais, ce qu'on attendait également, c'est de quelqu'un qui nous sorte un peu la tête du guidon et nous permette justement de réfléchir au processus sans constamment avoir cette pression du business qui nous empêche de sortir un peu de ça. Donc moi, ce que j'aime dans cette partie de la présentation, c'est, vous voyez, on a déjà parlé beaucoup. Il y a beaucoup de choses quand vous voulez mettre en place Agile, quand vous voulez mettre en place Scrum au niveau de l'entreprise. Il y a le avant, il y a vraiment tout un travail de réflexion, de réfléchir au pourquoi. Donc c'est pas pour rien qu'on passe sur ces parties-là. C'est pas, allez, demain on fait une daily meeting et on colle des post-it au mur. Même si on a fini par le faire, hein, je vous assure. Donc moi aussi, j'avais quelques challenges. Donc ça, c'est un peu en mode rétrospective que je vous les montre. Hein. J'aurais bien aimé que quelqu'un me dise que je sache tout ça dès le jour 1. Je les ai découverts au fur et à mesure. Un des problèmes, pour moi, entre guillemets, c'est que Ogone, ça fonctionne super bien. Vous avez vu les chiffres, 35% de croissance. Et ça faisait souvent peur à Frédéric quand je lui mettais cette métaphore-là. Mais je disais, comme vous êtes lié au nombre de transactions électroniques et il y a de plus en plus de commerce électronique. Donc, si aujourd'hui on s'arrêtait, vous gagnez encore plus d'argent. Donc là, j'avais à peine fini ma métaphore qui me disait non, mais on ne va pas s'arrêter, hein, on ne va pas s'arrêter. Mais donc, en tant que coach, arriver avec des nouvelles choses, des nouveaux concepts, etc., alors que tout fonctionne super bien, c'est vraiment un premier challenge. Avec quoi il vient finalement. Deuxièmement, c'est Scrum, c'est quand même un cadre, c'est quand même une structure. Et je me suis vite rendu compte que j'arrivais dans une société, non seulement qui fonctionne bien, mais où il n'y avait jamais eu une seule structure. C'était, quand vous alliez voir les gens, c'était comment vous fonctionnez aujourd'hui, ah ben comme ça. Sauf que quand vous discutiez avec 10 personnes, vous aviez 10 comme ça différents. Donc il y avait vraiment, chacun avait sa propre structure, et donc changer ça en douceur, c'est vraiment un challenge.
Autre chose, ben, comme Frédéric l'a dit, ils sont en forte croissance, donc on engage des gens. Ça veut dire, on verra par la suite que finalement ça a été un point positif, mais il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui ne connaissent pas la culture d'entreprise, donc ça fait un genre de flux permanent, c'est une complexité en plus. Et le schéma là, c'est qu'ici, on ne discute pas est-ce qu'on démarre le projet A ou est-ce qu'on démarre le projet B. On a 200 idées et on voudrait les faire tout de suite. Donc il y a vraiment, limite, un des problèmes, c'est qu'il y a trop d'idées. Les gens sont trop créatifs. Donc on n'a pas cassé ça, mais c'était vraiment, tiens, voilà la liste de tout ce qu'on veut faire, c'était vraiment impressionnant. Donc comment on a commencé? Ben, la première chose qu'on a faite, toutes ces personnes-là, je les ai rencontrées en interview particulière et j'aurais posé différentes questions. Donc, toutes les personnes-là font partie de tous les niveaux de management d'Ogone et de tous les départements. Donc, on n'a pas juste interviewé les exécutifs ou juste interviewé les développeurs, on a vraiment posé des questions à tout le monde. Pour moi, c'était l'occasion de comprendre comment Ogone était structuré, comment il travaillait en mode projet. Et surtout, à chaque fois, je posais la question, ben, c'est quoi les principales difficultés que vous avez quand vous travaillez? C'est quoi les principaux obstacles que vous avez? Donc ça a pris un certain temps et ça nous a permis d'identifier toute une liste de points forts, hein, ne jamais oublier vraiment les points positifs, qu'est-ce que l'entreprise fait de bien aujourd'hui et qu'on veut qu'elle continue. C'est beaucoup plus facile pour le coach et pour la société si vous arrivez, mais regardez, il y a ça, 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 vous le faites bien. Plutôt que dire, bon, voilà, il y a plein de choses à améliorer, les gars. Alors, voilà, moi, par exemple, ce qui m'a vraiment séduit, c'est vraiment la transparence était déjà là. J'avais rarement vu des clients où on disait aussi spontanément les choses, etc. C'était vraiment, moi, ça a vraiment facilité le démarrage. Et pour les points à améliorer, il y avait vraiment, sur les 30 personnes que j'ai rencontrées, il y avait vraiment deux tendances qui se dégageaient. C'était... Mais en fait, un projet, c'est quoi finalement? On n'a pas vraiment de culture projet. Comme on parlait d'enveloppe tout à l'heure, ben voilà, parfois on travaille 10 jours et on pense que le projet est fait. Donc le scope du projet n'est pas clair, ça tout le monde était d'accord là-dessus. Et aussi l'aspect communication. Mais qui travaille sur quoi? Pour telle release, qu'est-ce qui va être livré, etc. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on en a discuté avec le management et on en a discuté aussi avec les équipes informatiques qui allaient être les premières impactées si on travaillait en mode Scrum. On leur a montré ça et on leur a demandé leur avis. Ben, est-ce que vous êtes d'accord d'essayer d'utiliser les méthodes agiles, d'essayer d'utiliser Scrum pour régler ces problèmes? Donc ils ont dit oui, hein, je coupe le suspense tout de suite. Donc on a différentes approches qu'on veut mettre en place Scrum ou Agile au sein de l'entreprise. Donc il y a l'approche Big Bang. L'approche Big Bang, il y en a qui ont déjà entendu parler de ça? Oui. Donc c'est du jour au lendemain, avant on travaillait comme ça, du jour au lendemain on change tout, on travaille en mode Scrum et au niveau de toute la société. Le projet pilote, voilà, on a toute une série de projets, on va prendre le projet W et avec l'équipe du projet W, on va se mettre en mode Scrum, essayer un projet pilote et voir ce que ça donne. Ou l'approche incrémentale, donc incrémentale c'est aussi une des spécificités de Scrum, on va amener les choses au fur et à mesure et construire au fur et à mesure. Donc on a une question pour vous. Alors, à votre avis, quelle approche on a sélectionnée en premier lieu? Donc, ceux qui pensent au Big Bang, est-ce que vous pouvez lever la main? OK. Ceux qui pensent au projet pilote, est-ce que vous pouvez lever la main? OK. Et l'approche incrémentale? OK, donc entre projet pilote et incrémental, il y a du suspense. Donc, projet pilote. On a effectivement commencé par un projet pilote. Donc on a sélectionné un projet. Donc, comme je vous disais, c'est des projets relativement de taille réduite. On parle de 10-20 jours de développement. Et on a pris les personnes impliquées, qu'on aurait impliquées normalement dans ce projet, et on les a formées à Scrum. On a essayé de démarrer comme ça. Alors. On s'est assez vite rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner. On n'avait pas une taille critique suffisante que pour finalement pouvoir tester la méthodologie. Donc trop peu de personnes qui, à côté de ce projet, étaient impliquées dans d'autres projets gérés comme avant. Donc ça n'a pas fonctionné. Oui, j'avais oublié qu'il n'y avait pas de questions sur le projet pilote.
Donc selon vous, est-ce qu'on a choisi, qui pense qu'on a choisi Big Bang ensuite? Ok, 3. Et la démarche incrémentale? Les autres? Ben oui, donc c'est la démarche incrémentale qu'on a choisie. Donc, alors ce qu'on va vous présenter dans les prochains moments clés, donc on va se focaliser un peu sur l'approche incrémentale. Et donc il y a différents moments. Donc la façon de structurer un projet, parce qu'on avait peu de structure projet chez Ogone au départ, le product backlog, les équipes et les rôles de Scrum Master et de Product Owner. Ensuite, on a continué avec les stakeholders. Vous verrez que c'est pour moi une des plus grandes spécificités de cette implémentation, c'est le travail des stakeholders. Un Agile Steerco et Dora l'exploratrice. Donc le premier, les projets. Oui. Donc la partie projet. Donc on avait des projets qui démarraient, plutôt de type enveloppe dans certains cas. Et on a voulu rendre ça très visible pour montrer le problème. C'était la première démarche qu'on a eue. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a finalement créé notre premier mur, qui était plutôt un mur projet, on va dire. On a imprimé une page pour chacun de ces projets. Et en termes de préparation de notre release, on a défini ce qu'on entendait par un projet dont les besoins étaient définis. Et on voit ici la frontière où on organisait finalement les projets en amont, avant qu'ils soient définis. Oui. Il manque quelque chose. Et la feuille était déplacée une fois que le projet était qualifié de défini. Donc ça a permis notamment aux stakeholders, on verra ce qu'on entend par stakeholder plus loin, mais au business, je veux dire, de se rendre compte que ça, c'était un problème. On arrivait à un moment où on devait démarrer les projets, et en fait, l'ensemble des besoins, ce qu'on pouvait qualifier de checklist de préparation, n'était pas rempli pour la plupart des projets. Donc ça a été notre premier chantier. Donc un moyen pour travailler sur les besoins, évidemment, est de les découper en user story qu'on a employé. Donc c'est comme ça qu'on est rentré dans les premiers, je dirais, artefacts Scrum, plutôt en partant du problème qu'on avait, de qualification des besoins au départ. Donc sur le product backlog, c'est au suivant. Ah, oui. Donc une des choses qu'on se posait comme question, c'est finalement comment démarrent les projets, parce qu'apparemment on pourrait améliorer certaines choses. Et la vision qu'on avait chez Ogone, c'était on a notre roadmap. Donc la roadmap, c'est un outil informatique. Il y avait un planning stratégique qui était fait, et donc on avait une série de projets qu'on mettait dans une release et qu'on était censé faire pour cette release. Évidemment, ça ne se passait pas comme prévu. Et on a commencé à se poser la question, normalement il y a la roadmap et le développeur il doit faire ça. Sauf qu'on s'est rendu compte, en discutant avec les gens chez Ogone, qu'il y a aussi des emails qui arrivent. Et les emails, c'était « Ah, au fait, peux-tu » Et en fait, c'était un projet déguisé. On avait aussi, par exemple, un commercial qui passe « Hey, toi, t'es mon copain, et au fait, t'inquiète, c'est un petit truc, ça prend 5 minutes. » Et en fait, c'était encore un nouveau projet. Et quand vous vous rendez compte qu'il y a des projets qui prennent 5 ou 10 jours, ça fait vite beaucoup de projets. Il y a aussi des tickets de support qui pouvaient venir, qui étaient un projet déguisé. Et alors, il y a le téléphone, allô. Non, mais allô, quoi. Donc, c'est les gens qui téléphonaient et en fait, on démarrait, ça démarrait un projet. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment plein de sources de démarrage de projet. Donc, le scope était pas maîtrisé, qu'il y avait beaucoup plus que ce qui était dans la roadmap. Avec Scrum, ce qu'on a fait, sans surprise, on a dit que ce soit n'importe quoi, on va tout mettre dans un product backlog. Et si ce n'est pas dans le product backlog, ça n'existe pas. Alors, ça a l'air basique et simple, mais ça a été vraiment un changement important chez Ogone. Je me souviens encore d'anecdotes pour décider du template du backlog, où finalement on a dit, bon, les 10 premières colonnes sont fixes, et à droite, vous mettez autant de colonnes que vous voulez. Je crois qu'au début, on en avait 80, mais au moins, les gens ont pu mettre leur truc. Et après, on l'a allégé, etc. Mais c'était vraiment une nouvelle façon. Je me souviens, le fondateur de la société, il me disait, mais tu sais, avant, pour moi, un projet qui démarrait, c'était je tournais ma tête et je parlais aux développeurs, quoi. Là, maintenant, on est plus d'une centaine de personnes, c'est différent.
Moment suivant, on a créé les équipes. Donc on avait évidemment déjà des équipes. Donc on avait 2 équipes orientées front-end et back-end, équipes de développement. On démarrait à l'époque une équipe Quality Assurance. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mixé finalement ces différentes expertises dans 2 équipes multidisciplinaires qui ont choisi leur nom aussi. C'était aussi un bon événement. Voilà, ça c'était un changement également important. Si je peux me permettre aussi d'ajouter, c'est que dans la façon précédente de travailler, l'équipe front-end, en fait, les gens travaillaient, et l'équipe back-end, les gens travaillaient séparément. Donc, ils avaient un projet, ils discutaient directement avec leur manager, rapportaient directement avec leur manager, qui avait de bonnes connaissances techniques. Donc, ils étaient vraiment la notion d'équipe, ça a vraiment été quelque chose de nouveau. Oui, donc on a construit des équipes en commençant par casser les équipes existantes qui avaient une réalité sur le terrain. On reviendra à la partie team building un peu plus loin. Donc la première chose qu'ils ont faite, évidemment, c'est de créer leur propre mur pour les premiers sprints, dans des tout nouveaux bureaux très colorés, des murs parfaits. Ça aussi, ça a été un changement assez sensible. Alors, donc ensuite, les différents rôles. Donc, le product owner. Donc, souvent, quand on met en place Scrum, le product owner, c'est un nouveau rôle dans l'entreprise. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui fait ça à proprement parler. Et un des challenges chez Ogone, c'était que, vous avez vu un peu la présentation dans l'entreprise, il y a beaucoup de produits différents. Et en plus, il y a une notion géographique aussi. Donc, des paiements en Allemagne et en France, ça va être très différent. Et la troisième layer de complexité, il y a aussi des clients, je ne vais pas dire que c'était des clients VIP, mais qui avaient des spécificités techniques historiquement très complexes. Et donc, il y avait aussi des personnes qui étaient spécifiques pour ces clients-là. Donc, on avait beaucoup de personnes. Et ce qu'on a choisi de faire, j'ai entendu l'expression ce matin, c'est de faire un collège de product owners où finalement, la personne spécialiste de l'Allemagne décidait pour l'Allemagne, etc. Et ainsi de suite. Donc, à votre avis, qui pense que cette approche a fonctionné? Est-ce que vous pouvez lever la main? Il n'y a que moi qui ai foi en... Donc, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Et donc, voilà, donc on a vraiment fait l'approche inverse. Donc, au début, on n'avait qu'une seule personne disponible pour être product owner. Et voilà, on parlait de la pression, de la croissance, etc. De dire, il y a une personne maintenant qui va jouer ce rôle. Ça a vraiment été perçu au départ comme en fait, il ne travaille plus et on va perdre des clients, etc. Donc ça a vraiment été aussi du travail de mettre ça en place. Et au début, le pauvre, il était product owner pour 2 équipes. Donc là, ça fait un peu, on a transformé quelqu'un en Superman ou X-Men. Mais vous allez voir que déjà, on a recherché un second sur le marché. Et quand on parlera des stakeholders, vous verrez que tout le travail qui était là a été repris en partie des stakeholders, mais ça fait l'objet d'un point ultérieur. Alors on a mis en place aussi le concept de Scrum Master, évidemment. Donc dans les 2 équipes, on a désigné un Scrum Master qui était un des développeurs. C'était des équipes de développement. On n'avait pas à l'époque de project manager ou de département qui pouvait prendre ce rôle. Donc on a donné ce rôle de Scrum Master à 2 développeurs. Alors, à votre avis, est-ce que ça a fonctionné? Qui pense que ça a fonctionné? Ils avaient les 2 rôles. Ouais, ils avaient les 2 rôles. Donc, qui pense que ça a fonctionné? Des équipes de 7-8 personnes. Oui, au départ, 7-8 personnes. Ok, voilà. Qui pense que ça n'a pas fonctionné? Comme ça, ceux qui dorment. Ah, ok, ça va. Tout le monde est là. Ok. Mais la réponse est oui, mais. Donc oui, ça a fonctionné, mais voilà, on a dû gérer cette phase au départ. Ils ont toujours été développeurs. Ok, je vais être Scrum Master si on me le demande, mais bon, je vais faire comme d'habitude. Ça a été un peu ça la première réaction. La pression, je dirais, et la zone de confort des gens a fait qu'on avait un peu cette situation. Ce qu'on s'est rendu compte, peut-être un petit commentaire aussi par rapport à ce slide, avec les ressources humaines, on s'est rendu compte aussi que ils avaient des objectifs annuels qui étaient basés sur le développement. Donc évidemment, ça jouait aussi en partie. Alors,
on a gardé cette optique-là, simplement on a apporté une précision qui peut être anodine, mais qui a eu un effet important. Donc on a simplement inversé les choses. On leur a dit, vous êtes Scrum Master, vous avez des objectifs liés à ce rôle, et voilà, si ça ne prend pas 100% de votre temps, s'il n'y a pas d'impediments, il n'y a pas d'impediments, eh bien vous pouvez continuer à développer. Alors ça a été magique, je dirais. On a eu aussi des réactions en disant oui, mais alors moi je préfère rester développeur. Donc on a une personne notamment qui est revenue dans un rôle 100% développeur et une autre qui a pris ce rôle de Scrum Master. Donc ça montre bien, il y a parfois des blogs ou des talks où on dit mais en fait c'est toujours la faute du manager, les problèmes, etc. Ici ça montre bien le rôle de support qu'a le manager dans la mise en place de Scrum. Et ben, c'est vraiment grâce à eux qu'on a pu avancer ça. Hein. Si on n'avait pas eu cette intervention, il n'y aurait pas eu de Scrum Master. Oups. Donc les stakeholders. Donc voilà comment on était organisé une fois qu'on avait deux équipes. Donc entre-temps, notre deuxième product owner est arrivé. Et par rapport, moi, à mon expérience personnelle, ici, on a vraiment eu des stakeholders qui sont très, très actifs. Moi, j'ai connu des projets où les stakeholders venaient juste un peu à la démo, regarder ce qui se passait. Ben, ici, des petits projets de 10 à 20 jours, énormément d'idées, etc. Donc, nos stakeholders, on voit que ben, en fait, c'est toute la société. Toute la société a des attentes de la plateforme Ogone. Que ce soit les vendeurs, que ce soit le customer care, donc ceux qui répondent au téléphone, que ce soit au niveau du support. Vous voyez même que même les managers IT, même les managers informatiques, les DSI, etc., on les a mis comme les stakeholders parce que parfois il y avait des projets à faire juste pour que la plateforme continue à fonctionner. Genre, ça peut être intéressant pour le client que son paiement soit processé, mais ça n'amenait pas une nouvelle fonctionnalité. Mais évidemment, c'était très prioritaire. Donc on leur a demandé de s'engager sur différentes choses. Pareil, ici, c'est vraiment tous les départements d'Ogone. Donc, le management était aussi avec nous dans la boucle. C'est-à-dire qu'eux devaient écrire leur user story, toujours avec le support du product owner, de l'équipe et du Scrum Master. Mais on a voulu vraiment passer un message fort. C'est votre responsabilité. Si vous voulez quelque chose, envoyez pas un mail, venez pas nous en parler. Prenez au moins une user story comme support. Ce que vous demandez, ça doit être dans le product backlog quand on en discute. C'est peu de choses à faire, mais au moins on n'a pas le product backlog. On ne veut pas que ce soit juste la partie visible de l'iceberg. Tout ce dont on discute se trouve là. Et troisièmement, c'est un problème qu'on a eu, ça revient d'une rétrospective. Au début, ils amenaient des user stories et puis pendant le sprint, quand ils devaient valider, non, mais moi je suis en train de voyager, etc., je ne suis pas dispo. Sur un sprint de 3 semaines, du coup, on se retrouvait avec trop de user stories à devoir reporter de sprint en sprint. Donc là, vous pouvez voir deux exemples de story map. Donc on a des stakeholders avec un product owner qui est présent, qui découpent un petit peu leur projet, qui brainstorm, etc. Donc quand on leur disait ça c'est vos engagements, vous avez aussi le coach, les Scrum Masters, la société est là pour vous supporter. Alors tout ça prenait une certaine ampleur, donc on impliquait beaucoup plus de départements que le développement. Ça, c'était une volonté au départ et un critère de succès. Donc on a mis en place également un comité de pilotage, un steering committee, pour finalement s'assurer qu'on était toujours aligné entre les sponsors de cette initiative et le terrain, je dirais. Donc ce comité, on l'a composé de manière assez hétérogène. Donc on avait différents niveaux dans l'organisation. Le fondateur, jusqu'à peu, un des fondateurs était encore impliqué dans ce comité. On a des gens du management, on a des gens de l'équipe, on a évidemment des Scrum Masters et les Product Owners. On a des gens venant du produit, du business et des gens plutôt du domaine technique. Donc on se voit tous les 15 jours, limité à 60 minutes, et le but c'est de traiter les problèmes, les obstacles que l'équipe, je dirais, ou les différents intervenants remontent. C'est comme ça qu'on constitue l'agenda.
Pour vous donner un exemple, on a, je pense, quelques photos plus loin. On a de par la taille des équipes qu'on a, l'opérationnel impacte encore nos équipes de développement. Donc on a des équipes maintenant dédiées à l'opérationnel de la plateforme, mais pour ce qui est plus avancé, il y a une équipe de développement qui peut être impliquée également. Donc ça, c'est évidemment toutes des tâches qui peuvent venir perturber le déroulement d'un sprint qui a été planifié, qu'on qualifie chez nous de done planned, mais une fois que ça prend l'ampleur, évidemment, ça peut être problématique. Donc on a traité ce challenge dans un workshop et trouvé des solutions pour finalement réorganiser le travail entre les équipes opérationnelles et les équipes de développement qui sont en support de l'opérationnel pour que ce soit moins impactant au niveau de leur sprint et du rythme projet. Donc, aussi un des intérêts spécialement pour les Scrum Masters, c'est à ce genre de réunion qui pouvait amener des problèmes trans-départements. Prenons un exemple, un directeur d'un autre département vient et dit en plein milieu d'un sprint, toi tu dois faire ça. S'il est 3 niveaux hiérarchiques au-dessus du développeur, il faut déjà pas mal d'aplomb au développeur pour qu'il lui dise non, et encore c'est peut-être pas bon pour sa carrière. Mais là on pouvait en discuter calmement avec les bons niveaux de management. Donc celle que vous attendez tous. Rassurez-moi, vous avez le dessin animé Dora l'exploratrice en France? Oui, okay. Pour info, aux Pays-Bas, il n'y en a pas. Donc quand on a discuté avec nos équipes du Pays-Bas, qu'on était super contents de ce truc, on a dû commencer à leur expliquer Dora l'exploratrice, ce n'était pas l'idéal. Donc le definition of ready, c'est quelque chose qui ne fait pas partie du core Scrum, mais qui est souvent utilisé. C'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup aidé parce qu'il y avait beaucoup d'idées, on utilisait les user stories et certaines user stories quand même étaient reportées de sprint en sprint, ce qui n'est jamais bon signe. Alors une fois qu'on avait réglé la disponibilité des stakeholders, on leur a demandé, écoutez, si aujourd'hui on est au sprint 2, vous pendant le sprint 2, vous devez déjà préparer le sprint 3 ou le sprint 4 et être disponible pendant le sprint 2 pour valider avec les équipes de développement. Donc on vous demande d'écrire 3 semaines à l'avance, et écrire, ça ne veut pas dire vous dans votre coin, l'équipe, 5 à 10% de leur temps, ils sont disponibles pour vous aider à vous amener l'aspect technique et être sûr que ce que vous écrivez est correct. Et on a dit ça s'appelle des user story draft. Et on a fait vraiment pour montrer que le document, c'était pas juste un document qu'on a produit. On a fait un definition of ready, donc c'est comme le definition of done, mais pour être sûr qu'une user story, on peut au moins la donner à valider et au moins la mettre dans un sprint. Par exemple, s'assurer qu'elle a des critères d'acceptance. Nous, ce qu'on avait ajouté aussi, c'est qu'il fallait au moins une image, que ce soit un schéma ou quoi que ce soit, au moins une image. Bon, pour l'anecdote, une fois, la première, ils ont mis une image de plage. Non, on ne s'est pas compris, il faut que ce soit une image en rapport avec la fonctionnalité. Et une fois qu'elle passait, la user story avait le statut ready et donc elle était prête à être mise dans un sprint backlog. Mais quel rapport avec Dora allez-vous me dire? Non? Si, hein, voilà, j'en étais sûr. Donc Dora, c'est notre product owner, il était très content d'avoir trouvé ça. Definition of Ready, c'est DOR. Et donc on a créé une meeting qu'on appelait le Definition of Ready Assessment. Donc ça faisait Dora. Voilà, un peu de fun, etc. Je ne sais pas si vous avez vu la keynote ce matin, mais du coup, on avait des logos Dora et ça se passait bien. Et donc, c'est une réunion qu'on faisait une fois par semaine ou à la demande, où on pouvait relire des user stories et être sûr que quand on faisait un product backlog grooming ou des estimations à l'avance de user stories, qu'au moins, elles étaient cohérentes. Peut-être pour ajouter là-dessus, donc, une particularité des projets qu'on a quand on se connecte sur de nouvelles banques ou nouveaux moyens de paiement, c'est qu'il y a une composante externe également. Donc, on doit certifier les développements qu'on fait avec la banque et ça demande une certaine synchronisation aussi. Donc, faisait partie de ces critères, je dirais, d'assessment, le fait que la partie externe était aussi impliqué, que le fait qu'on allait travailler sur la certification dans le sprint suivant était bien planifié avec la partie externe également. Ok, donc je vous parlais de team building tout à l'heure parce qu'on a finalement cassé d'abord les équipes avant d'en reconstituer. Donc c'était important de recréer finalement un esprit d'équipe. Donc on a fait des team building. On voit ici quelques photos
avec de nouveau des activités basées sur Scrum. Hein. On a, pour la partie management également, fait un team building en impliquant le management au niveau des différents domaines, que ce soit technique ou business. Et on a réfléchi à la vision de la plateforme et comment on voyait une place pour Scrum et Agile dans la manière de faire évoluer cette plateforme. Donc on a impliqué le management dans l'exercice. C'est ça le message clé ici. Alors aujourd'hui, et les perspectives, peut-être pour faire un peu un état des lieux. Donc aujourd'hui, ça continue à évoluer. On a maintenant 4 équipes. À un moment donné, ces 2 équipes ont grandi puisqu'on a et on engage toujours pas mal de développeurs. Donc on a atteint une taille d'environ 11 personnes par équipe qui posaient des problèmes simplement d'efficacité ou de flexibilité. Donc on a splitté ces 2 équipes directement en 4 pour se donner un peu plus de temps par rapport au plan de recrutement qui aura vite rempli 3 équipes également. Donc on a toujours 2 product owners. Donc vous avez compris la répartition. Hein. Donc les product owners sont plutôt là pour gérer, je dirais, la partie plutôt processus, prioritisation, organisation des différents meetings, processus. Et la partie plutôt contenu, elle est déléguée quelque part à une série de stakeholders spécialisés dans la matière sur laquelle portent les projets. Donc on a toujours 2 product owners qui se répartissent le suivi de 2 équipes chacun. Naturellement, c'est quelque chose qu'on a encouragé, qu'on continue à encourager. On a une certaine spécialisation naturelle qui s'est faite sur ces équipes en termes de produits. Donc on a à côté de ces structures un département product management avec un product manager par exemple pour la fraude dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, il y a une équipe qui est plus spécialisée dans cet axe de développement stratégique qu'on a. Et chacune ont un peu leur spécialité. Ce n'est pas dogmatique, c'est plutôt tendance naturelle qui apporte également ses avantages. Ça permet aussi de faciliter la planification, vu que dès qu'on a une user story de tel produit, on sait à quelle équipe on doit aller demander. Donc par rapport au coaching, donc l'évolution logique d'une mission de coaching qui se passe bien, c'est qu'au départ, on a beaucoup besoin du coach. Et c'est vrai qu'au départ, voilà, j'étais présent 3 à 4 jours par semaine. Et au fur et à mesure du temps, vous pouvez voir que l'intervention, donc la présence du coach diminue. Pour vous donner une idée, sur la fin, j'étais présent 4 jours par mois. Et l'autonomie de la société, évidemment, autonomie par rapport aux méthodes agiles évolue. Et donc nous, c'est vrai qu'on a commencé à se dire, voilà, maintenant il y a des gens qui comprennent bien ce que c'est agile. Ces gens-là, ils sont présents dans tous les départements. Donc on n'a pas un département qui comprend bien. Donc ça, c'était un premier indicateur pour nous que ça se passait bien. Deuxièmement, il y a des départements qui commençaient à venir à nous dire, je dirais à partir de septembre 2012, il y a des départements qui sont venus nous voir et qui nous disaient, mais nous, on peut essayer aussi là, vos trucs post-it, là, etc. Ça a l'air intéressant. Donc, on a eu HR qui est venu nous demander ça, donc les ressources humaines. On a eu le département infrastructure. C'est vrai que pour moi, après 1 an et demi de voir un département infrastructure qui arrive, je leur parle de visual management le matin. L'après-midi, il y en a un qui arrive avec une user story. Là, je me dis, OK, on a passé un cap là, parce que ça n'a pas commencé comme ça. Et donc voilà, et donc aussi d'autres sociétés qui sont acquises par Ogone rentrent dans ce cycle. Donc ce qui est important aussi, c'est de faire une clôture du coaching. Donc ce qu'on a fait, c'est on a terminé par des formations où on jouait des jeux agiles. Moi, j'ai vraiment voulu que les équipes réfléchissent à tout ce qu'ils avaient mis en place pendant 1 an et demi. Donc là, à ce moment-là, on avait différentes générations de développeurs, parce qu'il y en a qui sont arrivés en cours de temps. Mais voilà, il y a vraiment eu énormément de changements dans la société. Pour moi, c'était important de les reconnaître et de se féliciter pour ça. Et je leur ai demandé d'identifier les challenges. Selon vous, pour la suite, ça va être quoi? Donc, notamment, moi, un des challenges que j'avais identifié pour 2013, c'était la stabilité. On a amené beaucoup de nouvelles choses, comme vous avez vu, beaucoup de nouveaux concepts, mais de continuer ça, de ne pas en abandonner 1 ou 2. Donc, pour clôturer, une chose qui est très importante aussi dans une mission de coaching, c'est, à votre avis,
Voilà, Claude, hein, coach expérimenté. C'est de fêter ça. En fait, je me demande si j'ai bien choisi la photo, parce que là, on dirait qu'ils sont contents que je parte. Mais en fait, c'est content qu'on ait fait du bon travail. Hein, Voilà, Fred, oui, ok. c'est ça. Voilà, oui, c'est Jupiler sur la photo. Donc, merci de votre attention. Y a-t-il, donc on a encore 5 minutes pour poser quelques questions. Donc, y a-t-il des questions? Ouais. Ouais, donc excellente question. Donc, est-ce qu'à un moment, on ne s'est pas demandé, est-ce qu'on n'utiliserait pas plutôt Kanban, vu qu'il y a quand même plein de choses différentes, plutôt que Scrum? Alors, moi, au départ, c'était un parti pris de recommander Scrum, parce qu'il y avait tellement de choses différentes. Je me suis dit, Scrum va amener un cadre, Scrum va amener une structure, notamment une structure de temps, une structure d'équipe. Et je me suis dit, ça laisse quand même un peu de liberté, parce que Scrum ne prescrit pas beaucoup de choses. Comment vous le faites, ça c'est à vous. Par exemple, les murs sont kanbanisés, donc c'est du Scrumban les murs. Donc on n'a pas 3 colonnes, les murs sont vraiment très larges. Voilà, c'est juste un parti pris, mais j'aimais bien l'idée de quand même avoir un planning, et je crois que ça rassurait aussi les différents niveaux, mais ce n'est pas incompatible. Je parlais tout à l'heure de l'unplanned. C'est typiquement plutôt un mode de fonctionnement Kanban qu'on a pris et qu'on a intégré dans les murs pour ces choses qui arrivent un peu de manière imprévue. Ouais. Mais qu'on rend visible alors. J'avais une question sur la construction des équipes. Là, vous avez décidé qui étaient les Scrum Masters. Vous n'avez pas laissé de Non, on a... Ouais, on a décidé, hein, c'est comme ça, autrement. Hein, c'est le coach le boss. Hein. Non, on n'a pas décidé. On a beaucoup discuté et finalement décidé de proposer aux équipes elles-mêmes de s'organiser. Pour les Scrum Masters, on a plutôt travaillé sur base volontaire. Vous avez vu ici, il y en a finalement qui sont, je veux dire, désistés une fois qu'on a reprécisé un peu plus clairement les rôles. Et voilà, on a accueilli ça de manière tout à fait normale. Donc on a plutôt impliqué les équipes. Je vous taquine, mais c'est une bonne question parce qu'on l'a eu pendant l'entreprise. Peut-être pour ajouter mon point de vue, moi le principal c'était les gens que je sentais intéressés et passionnés. Donc ceux qui sont, très vite il y en a qui sont au départ, il y a 20% des gens qui sont intéressés. Il y en a un ou deux qui sont venus, ah ça m'intéresse, limite le lendemain il avait déjà lu le livre de Claude Aubry et puis 3 semaines plus tard un autre livre. Donc je sentais que les gens passionnés, intéressés, etc. La première fois qu'on a créé les équipes, on a pêché par la communication parce que on a vu des gens intéressés, moi j'ai donné mon avis, on en a discuté, on leur a dit est-ce que ça vous intéresse? Oui. Et donc les autres membres de l'équipe ont dit pourquoi on ne me le propose pas à moi? Et donc c'est vrai qu'on a recréé les 4 équipes, mais bon, il y avait un an de maturité en plus à ce moment-là. Ils ont eu beaucoup plus, ils sont limite auto-organisés, enfin, on a quand même certains critères. En fait, on leur a listé les contraintes. Hein, par exemple, on ne voulait pas tous les nouveaux arrivés dans une équipe, on voulait qu'il y ait des seniors, etc. Mais on leur a listé les contraintes et ils ont proposé des équipes et on a demandé qui est candidat Scrum Master. Là, évidemment, ça allait beaucoup mieux parce qu'ils se rendaient compte de ce que c'était. Merci pour la question. Alors, moi, j'avais une question en relation avec cette réponse-là, mais lorsque vous aviez initialement 2 équipes, équipe A et équipe B, et vous avez décidé de faire front-end et back-end, si j'ai bien compris, oui. Et donc après, vous avez formé 2 autres équipes qui sont pluridisciplinaires. Comment est-ce que ça a été formé, ces 2 équipes-là? Comment la répartition s'est faite? Est-ce qu'il y a qui va dans quelle équipe? Voilà, oui. comment, surtout, par exemple, une personne qui est front-end, comment est-ce qu'elle va réagir si elle ne travaille plus sur des aspects front office et plutôt des aspects back office? Est-ce que vous avez eu des problématiques par rapport à ça? Alors au début c'était, je vous donne un élément, au début c'était vraiment tout nouveau parce qu'ils se disaient non, back-end, en plus back-end c'est une technologie, front-end c'est une autre technologie. Et puis souvent, pour ne pas les citer, l'équipe back-end disait ouais mais nous de toute façon on a de la qualité, le problème c'est toujours front-end. Ouais mais le client il s'en fout, hein, que c'est un ou l'autre, ça fonctionne pas. Et évidemment il y a un lien entre les deux. Donc au début c'était vraiment difficile. Par rapport à qui va dans quelle équipe, on a regardé par rapport au niveau de seniorité. Il y avait aussi à l'époque une façon de travailler en binôme. Donc quand un nouveau arrivait, il y a un senior, il binômait avec un senior.
Donc on a essayé de ne pas casser les binômes, etc. Et ça s'est fait assez relativement naturellement. Mais c'était vraiment tout nouveau pour eux, hein. Pendant des semaines, il y a eu des discussions de « je ne comprends pas, de toute façon, on ne va pas ». Et puis petit à petit, juste le fait qu'ils soient ensemble, qu'on leur laisse liberté sur comment ils s'organisent, ben, parfois, évidemment, pour l'anecdote, une fois quelqu'un du back-end est venu me dire « moi, j'ai fini un truc, j'attends toujours que front-end le prenne en charge, hein ». Je dis bah, « ok, peut-être tu peux juste lui dire ». Ça a l'air bête comme ça, mais c'était ça. Et d'autant plus que la notion d'équipe, les gens faisaient du back-end, mais la notion vraiment de travail en équipe de travail en équipe multidiscipline n'était pas là au début, quoi. C'était j'ai l'étiquette back-end, mais je réponds quand même directement à mon manager, quoi. J'ai une question également liée à l'organisation. On voit que vous avez adapté l'organisation avec ces 2 nouvelles équipes dans la partie réalisation. Est-ce que du côté des stakeholders, vous avez également dû adapter l'organisation de départ pour arriver à une meilleure performance? Ok. Mais il y a oui et non. Donc on a quelque part on partait d'une situation où certains départements à l'époque n'existaient pas encore ou étaient vraiment émergents. Donc la partie product management qui évidemment regorge de pas mal de ces stakeholders, n'existait pas. On avait une personne, aujourd'hui ils sont je pense 12, donc ça a bien augmenté. Donc ça s'est fait, je dirais, en même temps que l'évolution de ce département. On a un autre département qui est pas mal représenté en termes de stakeholders, où là on a gardé la même organisation. Donc c'était plutôt une organisation par marché. Donc c'est plutôt je dirais des relationship managers de certains gros clients ou banques partenaires. Et ils sont restés. La méthodologie n'a pas révolutionné l'organisation. Après, ce qu'on a vu, c'est le rôle finalement qu'on a fait évoluer entre avoir une multitude de product owners au départ et le fait d'en nommer 2 et de compter sur le réseau de stakeholders. Ça, on a changé. Moi, je dirais que les étiquettes des départements n'ont pas vraiment changé. La façon dont ils travaillaient inter et surtout interdépartement a grandement changé. Oui, je voulais vous remercier pour votre présentation tout d'abord. Et j'avais une question sur les objectifs que vous avez évoqués dans l'équilibre Scrum Master développeur. Ouais. Est-ce que c'est un sujet qui a évolué peut-être vers des objectifs d'équipe? Bonne question. Oui, je dirais que maintenant, on a dû passer par des objectifs mis à un Scrum Master qui était différent des autres. Je dirais que ça a été un cap nécessaire pour faire comprendre finalement ce qu'on attendait. Maintenant, c'est plus vraiment tellement d'actualité. Donc, c'est plutôt au niveau de l'équipe, la dynamique et des attentes en termes d'amélioration, de gestion des problèmes qui peuvent se produire. Mais ça, c'est plutôt au niveau de l'équipe. Et on a eu depuis lors des Scrum Masters qui ont changé au sein de la même équipe, des gens qui ont voulu se reconcentrer sur le développement, des gens qui ne se retrouvaient pas très bien là-dedans non plus, et donc qui en ont eux-mêmes tiré les conclusions. Donc on n'a jamais sorti un Scrum Master, donc c'est toujours fait de manière volontaire également, mais il y a eu des changements, et donc c'est plutôt collectif actuellement. Ils ont des backups, donc c'est un concept qu'ils ont introduit voilà, par rapport à des challenges qu'ils ont vus eux-mêmes. Simplement, les gens ont des congés, même en Belgique. Donc, voilà, il y a quelque part 2 Scrum Masters par équipe. Il y en a un qui est backup. Le point intéressant, c'est que le rôle de Scrum Master, après, je dirais, 6 mois, 1 an, a été vu comme une façon vraiment d'évoluer dans le travail. Et c'est vrai que de plus en plus de gens ont dit mais moi aussi je voudrais un peu le faire, et donc bah, ok, c'est pas parce que tu n'es pas Scrum Master que tu peux pas animer la rétrospective par exemple. Donc le mouvement va vers répartir le rôle de Scrum Master sur les différents membres, quoi. Ok, ben, merci à tous. Je vais vous demander d'applaudir mon client qui est venu de Belgique exprès Merci. pour présenter. Merci beaucoup Fred.